Parfait, parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter dans les 5 minutes qui me sont imparties, pareil, assez court, ce que l'on a fait en chimie. Avec Moodle, on a réussi à créer des exercices avec composantes aléatoires très importantes en utilisant le plugin Stack. Alors, très rapidement, je vais vous présenter ce qu'est Moodle parce que je ne suis pas sûre que tout le monde, en fait, connaisse cet outil. En fait, c'est un LMS, ce qu'on utilise pas mal dans l'enseignement supérieur. C'est un peu l'équivalent de l'ENT qui peut être utilisé dans le secondaire, avec des fonctionnalités adaptées aux spécificités du supérieur, à savoir notamment la nécessité de pouvoir faire des enseignements vraiment à distance, et des enseignements hybrides notamment, et des activités interactives qui sont présentes nativement dans le système. Et parmi ces activités interactives, il y a les tests d'évaluation qui peuvent se décliner sous plein de formes, des QCM, des exercices avec des valeurs numériques, etc. Et donc, ce plugin Stack, en fait, c'est un plugin qui permet de rajouter un type de question avec des composantes aléatoires. Alors, Stack, c'est quelque chose qui existe indépendamment de Moodle, hein. C'est un logiciel de calcul formel qui a une existence propre. Et c'est juste un plugin qui a été rajouté ensuite pour pouvoir intégrer Stack à Moodle. Et pour les étudiants, du coup, c'est complètement transparent. À partir du moment où ils sont sur Moodle, ils ont accès à Stack, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Donc Stax, en fait, c'est, donc, comme je le disais, un logiciel de calcul formel qui s'appuie sur une bibliothèque de calcul formel qui s'appelle Maxima. Je ne sais pas si vous connaissez, donc ça veut dire qu'il faut l'installer en parallèle hein, quand on veut avoir recours à Stack. Et on peut également utiliser GSXGraph pour créer des graphiques dynamiques. On peut faire des trucs assez sympathiques avec. Alors, ce qui nous a vraiment plu avec Stack, c'est que c'est adapté aux grands groupes. Nous, on a affaire à des lieux parfois un peu pléthoriques, hein, où il y a il peut y avoir plusieurs milliers d'étudiants. Et puis donc, surtout, le caractère données aléatoires d'un exercice. Ça permet de créer à partir d'un exercice de multiples versions, en fait. Là, je vous donne l'exemple d'un exercice qu'on avait créé, d'un examen qu'on a fait en ligne, contexte oblige, l'an passé en chimie des solutions, où en fait, l'examen décliné sur toutes les versions possibles, ça faisait 34 000 possibilités. Donc, bien évidemment, on n'a pas 34 000 étudiants. On a beau en avoir beaucoup, il n'y en a pas 34 000. Et du coup, aucun étudiant n'a le même sujet que son voisin. Donc, l'intérêt, c'est de faire des évaluations à visée déjà sommatives, faire des examens en ligne et donc limiter la triche, mais c'est surtout aussi les évaluations à visée formative où l'intérêt, c'est d'offrir la possibilité à un étudiant de refaire plusieurs fois un exercice sur une même notion sans que pour autant il puisse dire « Ah ben celui-là, je sais déjà qu'il va falloir répondre 3 à cet endroit-là parce que je l'ai déjà fait. » Non, puisqu'il va retomber sur un autre exemple et il devra refaire le calcul et les feedbacks sont adaptés aux exemples qu'il va avoir. Alors, je vous ai donné ici 2 petits exemples d'exercices que l'on a fait, donc avec un calcul de température de flamme pour une réaction. J'y reviendrai par la suite, puisque je vais détailler le feedback de cet exercice. Les données aléatoires qu'il y avait dans cet exercice, c'était la nature de l'alcane, donc bien évidemment les grandeurs thermodynamiques qui allaient avec, hein, les enthalpies de formation, l'entropie standard, ça c'était pas la même chose, bien évidemment. La composition initiale du système, quand on se passait dans des conditions non stoichiométriques, parce qu'en conditions stoichiométriques, en fait, la composition initiale, elle n'a pas d'influence, mais dans les conditions non stoichiométriques, donc il y avait le nombre de moles de l'alcane, le nombre de moles d'oxygène, le nombre de moles de CO2 qui était présent initialement, la température initiale, bref, un certain nombre de paramètres qui faisaient que décliner, quand on déployait les différentes versions, ça en faisait un nombre assez conséquent. Et ce sujet a été utilisé en examen. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, juste pour, je ne sais pas si vous voyez là, ma nouvelle... mon image. Donc, bien évidemment, là, vous ne pouvez pas dire, c'est normal, rassurez-vous. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, on peut faire quelque chose d'assez long. Ce n'est pas juste des exercices avec un champ de réponse. On peut faire des mini-problèmes, vraiment. Donc là, on a la réaction de combustion de la carte, les grandeurs thermodynamiques associées. Il y a un QCM, des valeurs numériques, des QCM dont les propositions sont tirées au sort, donc tous les étudiants n'ont pas les mêmes. Les valeurs numériques à remplir, et donc vous voyez un problème vraiment complet qui allait avec ça. Et puis donc on peut aussi faire des graphiques qui se créent automatiquement à partir des valeurs numériques qui ont été tirées au sort. Et l'immense avantage, c'est que les graphiques se tracent automatiquement, il n'y a pas de fichier image à gérer au préalable, à rentrer, à saisir pour pouvoir donner un graphique que j'arrive pas à mettre sur mon autre écran. Donc, hop, voilà. Donc, les feedbacks, en fait, ça se présente sous forme d'arbres de réponses qui sont vraiment paramétrables, j'allais dire presque à l'infini, ce qui est finalement presque la difficulté de Stack, c'est qu'il y a énormément de paramètres possibles. Donc là, je vous ai mis en fait un feedback, un arbre de réponses pour les QCM. Donc, vous voyez le premier nœud, là, ça correspond, en fait, les 2 premiers nœuds correspondent
au traitement des propositions exactes. Est-ce qu'elles ont été toutes sélectionnées? Et sinon, est-ce qu'il y en a au moins la moitié qui a été sélectionnée ou pas? Et les deuxièmes nœuds, donc si un étudiant a sélectionné toutes les bonnes réponses, il a plus un point, il arrive directement sur le nœud numéro 3. On regarde s'il a sélectionné des propositions inexactes. Et puis, donc, s'il n'en a pas sélectionné, il n'a pas de pénalité. S'il en a sélectionné, on regarde combien il en a sélectionné. Et donc, l'immense intérêt de ces arbres de réponse, c'est qu'il est possible de faire une distinction, et à ma connaissance, il n'y a aucun autre exerciceur qui fait ça. Il est possible de faire la différence entre la réponse exacte attendue par le logiciel et une réponse tolérée sous un certain nombre de paramètres que l'on peut saisir dans le code. Donc, je vais reprendre l'exemple de l'exercice sur la température de flamme. Généralement, une température de flamme nécessite au préalable un calcul d'enthalpie standard de réaction. Si l'étudiant s'est trompé sur cette question préalable, bien évidemment, il va se tromper sur la valeur numérique de la température de flamme. Mais ça, on peut l'anticiper avec les arbres de réponse. Donc, vous voyez ici, s'il arrive s'il donne la bonne réponse, donc bien évidemment, il a la bonne réponse, on lui donne le feedback correspondant. Si il se trompe, il y a plusieurs possibilités. On peut anticiper les erreurs qu'il va faire. Donc déjà, là, j'ai rajouté un nœud où s'il donne une réponse négative pour une température de flamme exprimée en Kelvin, on dit non, là, c'est pas bon, il y a un problème, ça ne veut rien dire, tu aurais dû te rendre compte. Maintenant, il peut s'être trompé parce qu'il s'était trompé au préalable, et là, pour éviter la double peine, on va utiliser la réponse qu'il avait donnée au préalable, faire le calcul de la température de flamme avec cette réponse erronée, et voir ce qu'il obtient. S'il obtient une réponse cohérente, on lui donnera quand même quelques points. Et le dernier nœud, là, correspond en fait à, si il s'est trompé, c'est une autre erreur qu'il peut faire également, c'est sur les unités. S'il se trompe, à ce moment-là, on lui donne un feedback encore particulier. Et bien évidemment, on peut aussi s'être complètement trompé pour d'autres raisons, et à ce moment-là, on lui met un feedback sans réponse particulière. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant. On arrive à faire des exercices vraiment très, très chouettes. Maintenant, je ne vais pas vous vendre du rêve. Il y a quand même deux, trois petits points sur lesquels il faut faire attention. Déjà, ça prend du temps parce que la documentation est assez limitée. Donc, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des exercices qui ont déjà été créés. Or, en chimie, on était un petit peu les premiers, donc on est un peu parti de zéro. Maintenant, on commence à avoir une base de données, donc je la diffuserai pour ceux s'il y en a qui sont intéressés. Et surtout, tester, retester et retester les exercices avant de les donner à vos étudiants. Parce que dès qu'il y a de l'aléatoire, il y a moyen qu'il y ait des bugs que vous ne voyez pas au moment où vous testez parce que vous tombez sur une version qui marche bien. Donc, il faut tester pour que ça marche sans problème, a fortiori si ça tombe pendant un examen. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez réussi à m'entendre un petit peu quand même. Merci. Ça a fait tour. Il y a des questions qui ont tourné pendant la présentation. J'avais l'impression assez souvent centrée sur la quantité de travail que ça demande pour la création de ce genre de QCM. Ça en demande beaucoup. Ça en demande beaucoup, effectivement. En fait, c'est un exercice. Là, ça en demandait énormément parce que, comme je vous disais, on est parti un peu de zéro. Le Stack, c'est quelque chose qui est utilisé a priori pour les mathématiques. Donc, on lui a un peu tordu le bras, en fait, à Stack pour l'utiliser pour la chimie. Et du coup, il a fallu détourner un petit peu son utilisation. Et ça n'a pas été simple, d'autant que la documentation est comme je vous disais, pas très fournie. Mais à partir du moment où on a une base, après, on tourne toujours un petit peu sur la même. C'est-à-dire que c'est de plus en plus rapide, après, de faire des exercices. Donc, les premières fois, c'est compliqué, mais à la limite, je dirais, ça y est, les premières fois, on les a faites, parce qu'on peut diffuser ce qu'on a fait. Et puis après, on s'appuie dessus. En ce qui concerne après la base de données, par exemple, pour les propositions, pour un exercice donné, oui, ben là, effectivement, il faut trouver, je ne sais pas moi, 20 propositions, 50 propositions, pour qu'après, on puisse tirer au sort 5 de ces propositions pour faire des QCM variés. Donc là, effectivement, oui, à chaque fois, il faut retrouver de la matière pédagogique pour chaque exercice. Mais le code en lui-même, on le fait une fois, après on ne le refait plus, c'est bon. Ça tourne. On peut l'améliorer, mais ça tourne, à peu près. Je ne sais pas si je réponds à la question. L'utilisabilité au lycée? Oh ben, c'est tout à fait. Il faut avoir Moodle. Il faut avoir Moodle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'établissements qui disposent de Moodle. Après, c'est tout à fait, c'est gratuit, hein, Moodle, c'est installable. Il faut juste avoir après un référent informatique ou un DSI qui peut gérer ça. Au lycée, c'est parfaitement adaptable. N'importe quel exercice, n'importe quelle partie du programme, que ce soit en physique, en chimie, en biologie, même en maths, bien évidemment,
on peut donner des exercices en mettant une composante aléatoire. C'est parfaitement adaptable. Je dirais que le principal problème, c'est d'avoir Moodle. Oui, ça c'est la première tâche. Une fois qu'on a tous ces objets, est-ce que vous envisagez de pouvoir partager ces banques d'exercices? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, on aimerait bien. Après, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de base de données commune. Déjà, ne serait-ce que pour Moodle, il n'y a pas de base de données commune. Déjà, rien qu'au sein de Sorbonne Université, pour passer d'un cours à l'autre, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, il suffit de... On peut connaître quelqu'un qui exporte ce qu'il a fait, qui envoie à quelqu'un d'autre, et c'est tout à fait possible de communiquer d'un Moodle à l'autre. Mais il n'y a pas une base de données à l'heure actuelle créée pour déposer des exercices qui seraient ensuite publiés à tout le monde. Donc ça, j'espère que ça va faire un jour, parce que c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y en a pas. C'est d'oreille à oreille, quoi, que ça se passe. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation.